sur F1 ITV pour voilà, un petit point de mi-saison, Ziv. Alors, on ne va pas faire un bilan des écuries à mi-saison, on ne va pas analyser le championnat parce que tout ça a été fait en long et en large sur le site f1iautojournal.fr que vous consultez tous les jours. Mais on va plutôt aborder le sujet d'actualité qui a vraiment un peu mobilisé cet été meurtrier, puisque c'est évidemment le fiasco de l'affaire Alpine. Le management d'Alpine, Ziv, quelle mouche leur a piqué là entre le coup de gueule de Laurent Rossi à Miami jusqu'au moment où c'est le grand nettoyage en plein milieu de l'été, en plein milieu de la saison, en plein milieu d'un week-end de Grand Prix. Enfin, c'est incompréhensible, il n'y a pas de plan B. Où vont-ils ? Oui, c'est assez particulier comme situation, Pierre. Effectivement, c'est un grand constructeur, Alpine, un capital sympathie formidable. Donc, ils sont revenus, les voitures sont bleues, comme les vaillantes. Donc, c'est vraiment très sympa. Et puis là, au niveau management, on a vraiment l'impression qu'on fait tout et n'importe quoi. On met des gens qui ne sont pas du sérail, qui comprennent rien au film et qui tentent de tout bouleverser alors que les gens en place étaient des gens de qualité. Oui, même si effectivement les résultats ne suivaient pas, en tout cas pas aussi vite que le souhaitait la direction de Renault. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons que purement les hommes en place. Alors, il suffit de regarder un peu en arrière, faire un peu l'historique des constructeurs automobiles dans la course et en Formule 1 en particulier. On constate que dès l'instant où l'industrie ou la maison mère interfère sur la gestion d'une écurie de Formule 1, ça ne marche pas. Il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un contre-exemple d'une fois où ça a marché. Alors on peut remonter loin, je ne vais pas remonter à Alfred Neuboer et aux Mercedes des années 50, mais dans les années 60 par exemple, Porsche et puis Honda s'engagent officiellement avec une équipe d'usine, ça ne marche pas. Oui, il y a une petite victoire de Racro, mais au bout de 2 ans, ils disparaissent, quoi, ou 2 ou 3 ans. Oui, c'est vrai qu'on peut dire la même chose de Matra, qui arrive en Formule 1 avec Ken Tyrrell et qui se couvre de gloire avec le titre en 69. Et puis après, ils disent, voilà, on va faire cavalier seul. Avec notre moteur, avec etc. notre moteur, etc. Et puis patatras, les résultats ne suivent pas. On a encore plein d'autres exemples. Oui, même si Matra, évidemment, n'est pas un constructeur automobile à proprement parler, mais enfin, c'est aussi l'industrie qui se penche sur la course. Et ça a marché avec le Team Tyrrell, qui était une vraie écurie de course. De façon assez amusante aussi, c'est une écurie anglaise et un constructeur français. Nous sommes dans le vif du sujet. Parce que Renault, en tant qu'équipe 100% Renault, a quand même eu des succès dans les années 70 avec le moteur turbo. Alors ça n'a pas été couronné d'un titre mondial, mais ça a été quand même à 2 doigts. Et là, c'était Gérard Larousse qui était aux manettes avec Jean Sage, c'était des gens de la course. Dès l'instant où on a mis des gens de l'industrie à la tête de Renault Sport, ça s'est écroulé. Gérard Todt, ça vous dit quelque chose? Rien à voir avec l'autre. Bernard Cazin, enfin je peux vous en citer quelques-uns. Bon. Puis Renault est devenu simplement motoriste, et là, en étant dans son core business, ça a marché. On a vu des... Et on voit quand ils ont donné les clés à ce fameux Flavio Briatore, les résultats ont suivi avec Alonso, la sauce a pris, et 2 titres mondiaux. C'était magnifique pour Renault. Mais quand on parachute quelqu'un de Viry-Châtillon, très très souvent, ça ne marche pas. Et une fois de plus, on l'a vu depuis 1 an, il y a eu la débâcle de la négociation avec Piastri et Alonso qui est parti, parce qu'il sentait très bien que à l'intérieur de Renault, il y avait un flou au niveau du management. Et voilà, il est parti chez Aston et on a vu les résultats d'Aston s'améliorer. Oui, surtout, c'est la confiance qui n'y était pas. C'est-à-dire qu'on faisait la fine bouche sur Alonso. Laurent Rossi, qui est-il pour pinailler, j'allais dire, parce qu'Alonso a 41 ans. Il nous démontre quand même qu'il est toujours un des meilleurs pilotes du plateau, si pas le plus complet. Et donc, on peut comprendre la vexation d'Alonso, quelque part, et qui, en plus, a trouvé un tremplin chez Aston Martin avec Lawrence Stroll. Parce qu'effectivement, quand c'est l'industrie qui fait de la F1, ça ne marche pas. Les exemples, on les connaît. Honda, ils ont essayé
Parce qu'ils ont été motoristes et ils ont été champions du monde avec Williams, avec McLaren. Et puis quand ils sont revenus comme constructeurs, ça n'a pas marché en dépensant des milliards. Pareil pour Toyota. BMW, ils ont été champions du monde en étant un motoriste de Brabham avec Nelson Piquet. Quand ils ont été concurrents à part entière, ou disons qu'ils ont fait une tentative d'OPA sur Williams, et puis surtout sur Sauber, ça n'a pas marché. OK, une victoire de Racro de nouveau, mais ce n'est pas les hommes de Munich qui allaient expliquer aux hommes du sérail de la F1 comment ça marche. On a un peu le même cas de figure ici, parce que tu parles d'Alonso parti chez Aston Martin. Alors effectivement, on se met à la place du directoire de Renault, et on voit que Alpine descend dans la hiérarchie cette année, parce que la voiture est moins bien née, parce que le moteur n'est pas à la hauteur aussi, soulignons-le. Et puis on voit Aston Martin qui, par contre, dès le premier Grand Prix avec Alonso, donc c'est la frustration, boum, ils sont devant. Et McLaren qui part à la rue, en 3 mois, ils retournent à table et ils sont devant. Donc évidemment, chez Renault, on se pose des questions, mais on doit peut-être se poser des bonnes questions. Et puis quelle perte de face, double perte de face, parce que Piastri, qui était un pilote totalement inconnu, disons, à part vraiment les initiés, qui savaient qu'il marchait fort en F2, mais qui décide de quitter, de refuser, de dire moi je préfère mettre ma carrière entre les mains de McLaren que d'Alpine, c'est quand même une perte de face. Alonso, deuxième perte de face, on l'a dit, et puis en début de saison, on se dit, Piastri après a fait le mauvais choix parce que McLaren était à la rue. Tout d'un coup, on l'a vu en des performances extraordinaires au Grand Prix de Belgique, entre autres. Alors que sa carrière de Piastri a été financée de A à Z par Renault ou par Alpine. Donc l'académie, ça sert à quoi si les mecs peuvent claquer la porte au premier coup de vent? Ce qui m'intéresse aussi dans la comparaison entre Alpine et Aston Martin, outre le coefficient Alonso, parce que quelle est l'importance d'Alonso dans l'écart de performance et dans les résultats acquis par Alpine d'un côté et par Aston Martin de l'autre? C'est quand même pas négligeable, je pense, et c'est pas pour dire que Esteban Ocon ou Pierre Gasly sont pas à la hauteur, mais c'est qu'il y a quand même... Alonso est un phénomène et il tire l'équipe vers le haut. Et puis aussi, Otmar Szafnauer qui a sauté sur une mine antipersonnelle. Si on se souvient bien, Otmar Szafnauer, qui était donc le team principal de Force India, devenu Racing Point, quand Lawrence Stroll rachète Force India, rebaptise en Racing Point et commence à donner des moyens, même avant que ce soit Aston Martin, mais forcément, quand c'est devenu Aston Martin, qui était aux manettes, c'était Otmar Szafnauer. Aujourd'hui, on constate que l'Aston marche parce que le recrutement a été payant et que Otmar est parvenu à débaucher Dan Fallows, qui était quand même le bras droit de Newey chez Red Bull, Luca Furbato, le designer chez Sauber, et Eric Blandin, l'aérodynamicien chez Mercedes. Et hop, l'Aston commence à gagner, enfin à marcher avec Alonso. Et qui est aux manettes chez Alpine? C'est Otmar. Mais on ne lui laisse pas le temps de faire le job. Apparemment, et il le dit d'ailleurs, il dit, moi j'ai fait quelques recrutements, mais évidemment, il y a ce qu'on appelle le gardening leave. Les ingénieurs ne peuvent pas tout de suite passer d'une écurie à l'autre, ils doivent attendre souvent 6 mois ou 1 an. Et il a fait des recrutements importants qui n'arriveront qu'en 2025, voire 2026. Donc quand on a une vision à long terme et qu'on sait qu'il faut construire une équipe, on donne les moyens à un Otmar ou à un autre de construire l'équipe et on ne lui dit pas nous on veut des résultats tout de suite en ne comprenant pas la dynamique de la Formule 1. Oui, c'est vrai que le fait d'avoir fait sauter... Alors moi j'ai quelques infos de l'intérieur. Szafnauer, en fait, il n'a pas été débarqué par De Meo, mais De Meo avait dit à Szafnauer, tu as 100 courses, donc 4 ans, disons, pour remettre Alpine à l'avant de la grille. Donc on était à peine au tiers de ce parcours théorique, cette ligne du temps théorique, parce que ça me fait toujours marrer aussi les patrons d'industrie qui imposent des calendriers. La course automobile, c'est pas comme ça. Je me souviens de Carlos Ghosn en 2016, quand Renault rachète Lotus qu'ils avaient vendu, enfin bref. Remarquez d'ailleurs que ça marchait pas mal sous le nom Lotus avec Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Et puis dès l'instant où Renault s'en est de nouveau mêlé, ben voilà, on connaît la suite. Et Carlos Ghosn avait annoncé en 2016, eh bien, dans 2 ans, on joue des victoires, dans 3 ans, on joue le titre. Voilà, comme ça.
décrété par le tout-puissant Carlos Ghosn. Mais c'est pareil pour le cas de Méo. Dire on a 100 courses pour être devant, ça n'a pas de sens, c'est absurde. La preuve, Aston Martin n'a pas eu besoin de 100 courses pour revenir aux avant-postes. Et de toute façon, Red Bull, vu l'avance accumulée, vu la compétence réunie, vu le talent de Max Verstappen, mais jusqu'à 2026, c'est eux qui gagnent, personne d'autre. La preuve, cette année, on cherche toujours. Et ce sera encore le cas en 2024-2025. On dit pas ça pour vous casser le moral, mais... Et de toute façon, Alpine, bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir des ambitions de victoire. Et dans le fond, de donner 4 ans à Schaffner à l'époque, ça a un sens parce que ça donne une certaine stabilité à l'équipe, au management. Maintenant, c'est quand même très valorisant, même sans victoire, Pierre. Hein. Moi, je trouve que si Alpine joue les podiums contre Ferrari, contre Mercedes, contre Red Bull, pas mal, c'est bien au niveau marketing, surtout qu'ils ont des grandes ambitions de grandir au niveau de la production, au niveau de nouveaux modèles, au niveau de l'expansion vers les États-Unis. Ben, si on joue la 4e, voire la 5e place du classement, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte du tout. Et moi, pour moi, je trouve que de mettre tellement de pression et puis de faire valser les têtes de cette manière, c'est contre-productif. Oui, donc Otmar, par exemple, en fait, De Meo, à un certain moment, a voulu la tête d'Alan Permane, le directeur sportif, qui lui était depuis 34 ans à Enstone. Alors c'est vrai que Permane avait une grosse influence en interne à Enstone. Alors est-ce qu'elle était bonne, est-ce qu'elle était mauvaise? Visiblement, à Boulogne, ils ont décidé qu'elle était mauvaise, mais Schaffner n'a pas voulu dégager Alan Permane. Et c'est pour ça qu'il a sauté aussi. Et qu'il se retrouve d'ailleurs en décapitant le team, mais en n'ayant pas de plan B. Parce qu'il sort Bruno Famin du chapeau, c'est risible. Non, c'est sûr, c'est un problème, parce qu'un gars comme Permane, il faut bien que quelqu'un ouvre l'usine à 8 h du matin, à Enstone, tous les jours, 7 jours sur 7, etc., mène une équipe forcément composée de beaucoup d'anglophones. Donc, alors, soit on construit une équipe en France et c'est très bien, mais si on a Enstone, il faut un gars comme Permane, hein, pour moi. Oui, enfin, Permane n'est pas forcément celui qui ouvre la porte de l'usine, mais enfin, il était là depuis toujours, il faisait partie des murs. Alors peut-être que culturellement, c'est vrai que ne pas avoir quelqu'un... La force de Briatore aussi, c'est qu'il était francophone, donc il parlait français, et que donc il arrivait à bien faire passer son message et à bien contrôler et éviter justement que les corporés de Renault ne se mêlent du business de la F1. Jusqu'au moment où il a pris le mur, évidemment, à Singapour, mais c'est une autre histoire. Littéralement. Et c'est vrai qu'Otmar Schaffner, c'est un Américain qui ne parle pas un mot de français et que les gens d'Enstone ne parlent pas un mot de français. Donc ce fossé culturel, il existe depuis toujours. Parce que, Renault a ce team maintenant depuis la nuit des temps, hein, depuis le siècle dernier. Donc, soit on fait avec, comme Mercedes par exemple, hein, Toto Wolff chez Mercedes, lui, il a carte blanche et il n'y a pas de col blanc de Stuttgart qui viennent se mêler des affaires de Mercedes F1, et on voit le résultat. Red Bull, il a carte blanche, Christian Horner, Helmut Marko, etc. Vous ne voyez pas les bons Autrichiens, même l'après Matesic, venir se mêler de l'équipe de course, parce que ce sont des gens de la course, ce sont des racers qui sont aux manettes, et les résultats sont là, et le démontrent. Renault, ils ont été champions du monde avec Red Bull, jusqu'au moment où ils n'ont plus été capables de faire un moteur suffisamment compétitif. Bon, alors, Bruno Famin, sans vouloir tirer sur l'ambulance, il est bien gentil, Bruno Famin, mais d'abord, il ne connaît rien à la F1, c'est très récent, il n'a jamais été en F1. Il a été certes directeur technique de Peugeot Sport à l'époque où il y a la 908 et puis il gagne le Dakar. Bon, ce n'est pas vraiment comparable. Et là, donc il est en charge de Viry-Châtillon depuis 2 ans. Le moteur, il y a un déficit de puissance qui est reconnu de 25-30 chevaux. Et c'est lui qu'on envoie au front et en première ligne. Je pense parce qu'il n'y a personne d'autre en magasin. Mais c'est là qu'on se dit, attends, tu désignes pas tout le château de cartes s'il n'y a pas un plan B. Et Famin, en plus, bon, le problème culturel aussi, c'est que Famin, en anglais, il parle comme un basque espagnol. Et du coup, aller à Enstone faire la police, inutile de dire que les Anglais, ils ricanent et que Famin n'a aucune chance. Et qu'il n'y aura pas Permane pour un peu mettre de l'ordre. Ou Otmar. Et en plus, pour la suite est aussi un peu bizarre parce que c'est vrai que sur papier, ça a l'air pas mal. Hein. Mattia Binotto qui va arriver, qui vient de chez Ferrari.
Qui lui est un vrai francophone multiculturel. Multiculturel, tout ça c'est très bien sur papier, mais rappelez-vous, Mattia Binotto, c'est un motoriste, un ingénieur motoriste, brillantissime, etc. Mais qu'est-ce qu'on disait quand il était chez Ferrari? Que team principal, c'est une erreur de casting. C'est un autre métier. Ouais. Maintenant, on met de nouveau un motoriste pour arranger les affaires chez Alpine. Qu'est-ce qu'il va dire, Binotto? Il va dire, j'ai besoin 4 à 5 ans pour construire l'équipe comme moi j'en ai envie. Il y a plein de choses à faire, évidemment. Il va faire l'état des lieux. Et Binotto, voilà, le même problème. La direction de Renault va dire, mais non, on a besoin des résultats tout de suite. Enfin bon, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, parce que Binotto, Demeo, là, ils sont entre eux, les Italiens. Mais bon, il y a peut-être aussi une porte de sortie, puisque récemment, il y a quand même des investisseurs américains qui ont acheté 24% d'Alpine F1, ce qui n'est pas rien, comme par hasard américain. De là à dire qu'il y a le plan Andretti, qui lui est un plan B solide, parce que si effectivement la FIA et surtout la FEM rejettent la candidature de Michael Andretti, Andretti ne va pas se laisser faire et ils vont s'accrocher aux branches. Et peut-être que c'est une belle porte de sortie pour Alpine, parce que ça peut rester Alpine, ça peut rester en tout cas un moteur Renault. Et vis-à-vis du marché américain que visent Alpine et Renault à moyen terme, avoir Andretti avec soi, c'est plutôt pas mal. Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais bon, c'est l'actualité du moment en F1. Le mercato, il est en stand-by. Hamilton chez Mercedes, bon, ben, ça va finir par se régler. Du coup, les autres... Leclerc reste chez Ferrari, évidemment. Les autres dominos, il n'y a pas grand-chose qui peut bouger, si ce n'est à la marge. Et donc, ce sera plutôt pour 2025-2026, le mercato. Et Perez reste chez Red Bull, ça. Il faut arrêter de rêver, tous ceux qui pensent qu'ils auront le deuxième volant Red Bull. Jusqu'à preuve du contraire. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette rentrée avec Zandvoort, Monza et quelques belles courses qui nous attendent encore, même si Verstappen tourne autour de tout le monde. Le spectacle est quand même au rendez-vous et les Grands Prix font le plein dans les gradins comme à la télé ou comme sur Internet avec notre site F1i, toujours à la pointe du combat.